Monsieur Aziri, vous avez répondu carrément à la question que se posaient nos collègues en régie, à savoir si vous êtes kabyle ou pas, puisque vous avez compris. Voilà, on va continuer à parler bien sûr de la célébration de Yennaïr, tout à l'heure à travers le plateau réservé pour cela et surtout avec l'association qui nous vient, donc Tiregwa, qui sera parmi nous tout à l'heure sur le plateau. Et puis, mais avant, je vous invite tout de suite à suivre un reportage signé Rahim Abdelaziz qui nous fait découvrir la belle région, donc les anciennes civilisations des du Babor, regardez. Avant l'arrivée des tribus bavards, ces massifs montagneux furent habités par des populations autochtones. Les flancs nord et sud des Babors ont connu de nombreux foyers civilisationnels grâce aux multiples richesses floristiques, faunistiques et hydriques dont dispose cette région. Des facteurs favorables qui ont aidé l'homme à s'établir dans ces contrées, et ce depuis déjà l'époque néolithique. Je pense que la thèse de l'installation de la tribu bavare dans cette région est des plus plausibles. Les époques reculées ont enregistré d'importants flux migratoires à partir de la Mauritanie occidentale vers l'Algérie actuelle. La datation exacte de ces migrations est des plus imprécises. Il reste évident que cette tribu des Bavars s'est établie dans cette région. Stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djémila et Mila. Dans ce même ordre d'idées, on retiendra que la région de Agmoun abrite une ancienne civilisation. مرت من على هذه المنطقة ربما لو نلاحظ يعني في جبال أجمون. Au niveau des massifs d'Egmoun apparaissent les monts des Babors qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation bavare a existé comme le prouvent des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du IIIe siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, nous allons parler tout de suite santé et environnement. Je vous l'ai annoncé, comme chaque mercredi matin, vous avez rendez-vous avec l'environnement. Hamid Belkhassam est toujours là pour nous rappeler les bonnes conduites à avoir, bien sûr, pour vivre sainement et bien sûr en bonne santé tout en respectant notre planète. Et aujourd'hui, il a décidé d'inviter avec nous également un médecin. Alors, Hamid Belkhassam, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. La santé avant tout? Oui, c'est bon, la santé avant tout, elle est à la base de la vie, hein, la santé, comme l'environnement. Avec l'environnement, tout à fait. Eh bien, on va présenter notre invité également, Monsieur Abdelkrim Soukhal. Professeur Abdelkrim Soukhal, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Vous êtes professeur en épidémiologie et en médecine préventive. C'est cela, oui. C'est cela. N'est-ce pas? Et c'est une spécialité un petit peu d'avant-garde, si je puis dire, parce qu'elle comporte tous les aspects de la santé publique, ce qui fait, et surtout les aspects liés à l'hygiène. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle d'épidémiologie et surtout de médecine préventive, on doit s'appuyer sur tout ce qui a trait à la prévention, sachant que tout acte qui se dit préventif doit avant tout permettre de bloquer l'apparition d'une maladie. Tout à fait. Parce que si un acte de prévention ne bloque pas une maladie, l'apparition d'une maladie, ça n'est pas un acte de prévention. Et le premier en cause serait l'homme, bien sûr. Et bien sûr, tout tourne autour de l'être humain, qui lui-même est dans un environnement. Et si cet environnement ne lui permet pas de vivre pleinement sa santé, en rappelant la définition de l'OMS de la santé, qui est non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais surtout le bien-être physique, mental et social. C'est ça, comme l'a si bien dit Hamid d'ailleurs. Hein. Il disait c'est nous qui sommes en cause. Bien sûr,
Et il y a un facteur, j'allais dire, aggravant que le professeur Soukal va sûrement développer. Nous sommes à l'aune de ces bouleversements climatiques. Vous avez des périodes de sécheresse prolongées, suivies de périodes de pluie, qui sont des pluies diluviennes, et vu l'action anthropique l'action de l'homme, on gère très mal nos déchets. Lorsqu'on laisse du pain, le pain amène le rat. Lorsqu'on laisse des objets, notamment tout ce qui est récipient, traîner dans la nature, ça va capter de l'eau, et l'eau, c'est le moustique tigre. Donc, c'est ça. À partir les fameuses gueltas provoquées par l'homme et laissées comme ça. Et l'autre côté, il y a le revers de la médaille. L'Algérie, c'est un pays qui se développe, c'est très bien, c'est magnifique. Ouais. Mais lorsqu'on apporte, par exemple, 1 million de litres d'eau à une ville comme Tamanrasset, il faudrait aussi qu'en amont, l'on puisse gérer l'arrivée de l'eau, parce qu'il dit arrivée de l'eau, dit gaspillage de l'eau, dit fabrication artificielle de petites gueltas et émergence de maladies que l'on pensait disparues. C'est ça, professeur. Éradiquées depuis longtemps, en principe. Et alors, effectivement, on vient là de mettre le doigt sur un sujet extrêmement important, et qui est ce bouleversement climatique qui se pose sur notre planète, en n'oubliant pas une chose quand même, que nous faisons partie de cette planète et que nous sommes particulièrement intégrés à l'ère où les transports sont extrêmement rapides. Et que si, je cite un cas, n'importe quoi, une épidémie de n'importe quelle maladie virale, je vais citer Ebola parce que c'est celle qui... c'est la plus dangereuse qui puisse exister actuellement sur la planète. Dès que le virus Ebola a apparu en 1976, certes, c'est un virus qui est arrivé du règne animal et qui a été transmis à l'homme. Et donc depuis 1976, il apparaît sous forme d'épidémie mortelle. Pour une raison très simple, c'est que ce virus, à partir du moment où il rentre chez l'individu, il va attaquer ses vaisseaux sanguins et les détruire, ce qui va donner une fièvre hémorragique, mortelle, pour laquelle nous n'avons pas grand-chose, comme pour toutes les maladies virales. Nous n'avons pas encore l'instrument nécessaire pour traiter une maladie virale. Tout ce que nous pouvons faire, c'est administrer un vaccin qui nous permette de bloquer, de donner des anticorps à l'individu qui lui permettent de bloquer l'infection virale. Et de résister, surtout. Bien sûr, et de résister à l'infection virale. Surtout une pandémie. Une pandémie, parce que quand on parle de pandémie, là encore, ça devient plus, nous avons d'abord, alors une pandémie part toujours d'une épidémie localisée. Une épidémie, peut-être donner des définitions de base pour bien comprendre le phénomène. On dit qu'il y a épidémie lorsque d'abord il y a une surveillance épidémiologique de n'importe quel phénomène. On le surveille, il y a ce qu'on appelle la veille sanitaire qui nous permet de diagnostiquer, d'avoir des données de telle ou telle maladie. Bon, il y en a. Et puis il y a un seuil épidémique au-dessus duquel il y a apparition du phénomène épidémique qui est une apparition anormale, c'est une augmentation anormale du nombre de cas d'une maladie donnée ou d'une affection donnée, mais par rapport à une situation antérieure connue. Et cela, on dit qu'il y a une augmentation anormale, c'est là que le phénomène épidémique apparaît. Cette épidémie est localisée, puis ensuite, lorsqu'elle se généralise, elle devient, si je puis dire, internationale, on passe au stade de la pandémie. Et c'est pour cela que actuellement, je vous dis, l'Ebola est au stade épidémique en Afrique, mais il peut devenir pandémique parce qu'il peut prendre n'importe quel avion et en quelques heures, il se retrouve dans le monde entier. Vous avez parlé des transports rapides aujourd'hui. Absolument. Et dernièrement a apparu dans la presse le cas d'un Suédois, d'un jeune Suédois de 23 ans, lequel on avait suspecté Ebola et qui est arrivé donc d'Afrique parce qu'il était transité par l'Afrique. Et si Ebola entre dans un pays, là, il va se retrouver dans un milieu écologique. Est-ce qu'il est favorable au développement de ce virus? Or, actuellement, tous ces bouleversements font que n'importe quel virus peut se développer dans n'importe quel point de la planète. Et chez nous en Algérie, actuellement, il faut dire que ce qui est visible là maintenant, de manière vraiment importante, c'est vécu par toute la population, c'est l'apparition justement du moustique tigre, donc, qui lui ne vivait pas ici en Algérie, mais depuis une dizaine d'années,
Il a commencé à s'installer d'abord à Drab Ben Khadda, les premiers cas, puis ensuite maintenant il est en train de se développer. Il va envahir toute l'Algérie parce que les conditions climatiques ont changé et qu'il va se retrouver dans un environnement qui va lui permettre donc de se développer. Et là, si le moustique tigre devient endémique chez nous, c'est-à-dire il va vivre de manière normale, il suffira qu'un malade arrive par avion, arrive en Algérie, que ce moustique s'infecte. Et bonjour les dégâts, parce que là, nous partons sur la dengue, nous partons sur la dengue, nous partons sur le chikungunya, nous partons sur le Zika, nous partons sur un certain nombre de maladies virales. Ce qui se passe sur les insectes et bien sûr les animaux, ça s'est passé avec les plantes. Il y a eu beaucoup donc de plantes qui ont été introduites dans d'autres pays qui se sont bien acclimatées grâce bien sûr à l'intervention de l'homme. Aujourd'hui, l'intervention de l'homme est négative parce que quand il est la cause bien sûr de l'installation par exemple du moustique tigre, c'est avec bien sûr ces températures, c'est avec cette pollution, c'est avec beaucoup de choses, beaucoup de facteurs, son comportement. Là aussi, alors le deuxième aspect, puisqu'on parle justement de tout ce qui est vecteur et vecteur volant, voyons un petit peu chez nous, nous parlons en Algérie pour bien comprendre le phénomène, de développement depuis quelques années des barrages. À partir du moment où vous développez les barrages, donc vous avez un écosystème qui s'installe et un microclimat qui s'installe. Dès que vous avez de l'eau, donc tout va commencer à vivre et entre autres il va y avoir des plantes, il va y avoir des racines qui vont se développer. Qui dit plante, qui dit racine, dit obligatoirement rongeur. Et parmi eux, Psamomys obesus, Merionès chaoui, les deux qui transmettent la leishmaniose. En termes plus simples, oui, la leishmaniose. Et la leishmaniose va commencer à apparaître, puisque là, dès qu'on a un barrage, on a également un moustique qui se développe, qui est le phlébotome, donc un volant. Donc on aura le moustique, on a le parasite, on a le rongeur qui le transmet, et bonjour les dégâts, parce que deux formes de leishmaniose sont visibles actuellement. Vous avez la leishmaniose cutanée, certes, ce sont des milliers de cas chaque année. Ce qu'on a appelé le clou de Biskra, il est né chez nous, on connaît très bien. Donc c'était dans la région de Biskra, mais maintenant il est dans toute l'Algérie. Et le deuxième aspect de la leishmaniose, qui est le calazar, c'est-à-dire la leishmaniose viscérale qui est chez les enfants, qui est mortelle. C'est pour ça que l'apparition de ce changement climatique fait qu'on a apparition de maladies. Et voyons maintenant un petit peu dans le Grand Sud, le fait d'avoir ramené, et M. Merkassim vient d'y faire référence il y a un petit instant, d'avoir ramené de l'eau à Taman Rasset, puisque nous sommes à 1300 mètres d'altitude là. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'eau, ou tout au moins tout était fait d'une façon, disons, adaptée, rationnelle. Maintenant, l'eau arrive. Arrive en grande quantité. En grande quantité. 1 million de litres par jour. C'est cela. C'est très bien pour la vie de l'homme, c'est très bien pour tout, mais aussi pour la vie des animaux, et pour la vie des insectes, et pour la vie des plantes. Donc nous allons avoir une transformation radicale de cet environnement. Moi, je suis très effrayé. Je suis très effrayé, pourquoi? Parce que cette situation frontalière de la wilaya de Taman Rasset avec Sub-Sahara fait que toutes les maladies tropicales vont remonter au niveau donc de la région de Taman Rasset. Toutes les maladies tropicales avec les mouvements de personnes qu'il y a. Donc nous allons voir apparaître des maladies que j'allais presque quarantenaires d'autrefois, entre autres l'une d'elles qui est donc une arme de destruction massive qui est le paludisme. Cette arme de destruction massive que l'on ne pensait pas perdue, entre guillemets, en Algérie. Chez nous, on a réussi à la maîtriser, mais certaines variétés. Je parle d'armes de destruction parce que la variété falciparum, qui est la variété mortelle, va remonter au niveau de Taman Rasset, puisque toutes les conditions climatiques sont favorables à la multiplication du vecteur, donc de l'anophèle qui transmet le falciparum. Les malades sont là, le vecteur est là, l'eau qui permet le développement de ce vecteur est là. Il y a toutes les conditions pour qu'on puisse avoir un phénomène épidémique de paludisme. Et d'ailleurs, même ces espèces et ces virus sont des virus mutants, on le sait, ils évoluent à chaque fois autre aspect important. Qui les rendent résistants. Oui, certainement. Autre aspect aussi important, c'est cette mutation de virus. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est celui de la grippe, puisque, rappelez-vous, il y a quelques mois, un certain nombre de mois, on parlait beaucoup de cette grippe aviaire, H5N1,
Elle est toujours là. Le virus est toujours là. Et lorsqu'il passe du règne animal à l'être humain, d'abord il le tue. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de décès. Vous avez un autre virus aussi qui se profile, c'est le H7N7, aussi, qui sort du règne animal et qui touche à ce moment l'homme. Alors, lorsqu'il touche l'homme, l'homme ne le reconnaît pas et l'homme peut mourir de cette affection, meurt souvent et ça s'arrête là. Mais ça nous met en état d'alerte maximum. Parce que le fait que ce virus, à partir du moment où il rentre dans le génome de l'être humain, il va se transformer. Et s'il y a une transmission interhumaine, c'est parti pour une nouvelle maladie émergente. Et c'est pour cette raison que nous n'avons rien contre ce type de maladie, parce que virale. Parce que contre les maladies virales, il n'y a qu'une seule arme, c'est le vaccin. Et comme ce sont des nouvelles variétés de virus, le vaccin n'est pas au point, il n'y a pas de vaccin encore. Et ce qui veut dire qu'on va se retrouver désarmé jusqu'à ce que la recherche puisse mettre au point un nouveau vaccin contre cette nouvelle variété de virus. Là, je crois qu'il y a beaucoup de temps qui passe. Et c'est pour cette raison que, attention, je profite de l'occasion pour rappeler encore une fois à tous les concitoyens que le vaccin est une arme, c'est la meilleure arme que l'homme ait pu mettre au point contre le virus. Alors, de grâce, n'oubliez jamais que protégez vos enfants, appliquez le calendrier vaccinal national contre 11 maladies mortelles, et c'est comme ça qu'on pourra avoir véritablement une promotion de la santé, une préservation de la santé de l'Algérien. Autre comportement, c'est connu malheureusement, en Algérie on gaspille quelque chose qu'on jette dans la nature, quelque chose comme 7 millions de baguettes de pain par jour. À partir du moment où il n'y a pas de filière, de système de récupération, de collecte et de recyclage du pain, il se retrouve dans nos rues et c'est un appel d'air, c'est un appel aux rongeurs. Absolument. À partir du moment où vous avez de la nourriture qui est jetée dans la nature, cette nourriture qui devait servir à l'être humain va servir naturellement aux animaux. Et parmi les animaux, il y en a un qui vit avec nous et qui est le rat. Quelle que soit la variété des villes ou des champs, comme on les appelait, mais enfin c'est toujours ces rongeurs, sont véritablement, j'allais presque dire, ils vivent avec nous certes, mais sûrement c'est notre ennemi. Or le rat est extrêmement intelligent, plus intelligent que l'homme, certes, on le sait. Et pourquoi il arrive plus intelligent que l'homme. Il arrive à sentir parce que l'homme, pour lui, l'homme c'est un prédateur. Ah oui, c'est très bien. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à attraper une souris. Parce que lorsqu'elle se déplace, elle trace son chemin. Et quand elle retourne, elle a un odorat phénoménal. Et quand elle retourne sur son chemin. Et c'est pour ça qu'elle rentre dans son trou. Elle sait très bien d'où elle est venue et d'où elle revient. Et elle sent l'être humain. Et c'est pour ça qu'il est inutile de lui donner à manger comme ça, à main nue, parce que lorsque vous lui donnez à main nue à manger, elle sent très bien que c'est son prédateur qui lui a donné ça, donc elle ne le touchera pas. Même quand on lui met des pièges, les pièges à rat, vous savez que le piège à rat doit être obligatoirement flambé avant d'être posé. Parce que si vous ne le flambez pas, vous allez laisser votre odeur sur le piège à rat et il ne sentira pas le fromage qu'il y a dedans ou le chocolat ou la carotte que vous lui mettez, mais il sentira l'être humain, il ne rentrera pas parce qu'il sait que c'est l'être humain. Non, je reviens donc à ce rat qui est un rat prédateur. Malheureusement pour l'homme, c'est quelque chose qui est très 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 dangereux, quelque chose de dangereux dans la mesure où il y a deux maladies qui sont mortelles pour l'homme et qui sont transmises par le rat. La première des maladies qui est commune qu'on voit partout, c'est la leptospirose, puisque c'est éliminé par les urines du rat. Et donc là où il y a de la leptospirose, c'est qu'il y a du rat et que ce rat a infecté l'aliment ou la zone. A souillé carrément la zone. Oui, il a souillé l'environnement et à ce moment-là, l'homme peut contracter. Il y a régulièrement des cas de leptospirose qui sont relevés. Tout le temps, et ça se termine souvent par le décès, parce que le diagnostic n'est pas fait très rapidement. Ce sont des choses, je ne dis pas des maladies rares, mais ce sont des choses. Voilà. Et la deuxième, c'est la peste. C'est le rat qui transmet la peste par l'intermédiaire de sa puce. C'est Xenopsila chaopis qu'il porte sur lui. Lorsque il y a de la peste murine, à partir du moment où le rat meurt de peste, la puce quitte le rat
Et comme elle a besoin de sang pour vivre, elle va immédiatement sur la première personne qui est à côté, qui est l'être humain. Et donc, elle pique l'être humain pour se nourrir de son sang. Pour survivre. Bien sûr, pour vivre tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle va contaminer l'homme. Et c'est comme ça que nous avons des cas de peste qui peuvent se déclarer. La dernière épidémie de peste était à Oran en 2003 à Kahiliya. Et attention, en laissant comme ça tous nos déchets dans la nature, nous allons faire que les rats vont se multiplier. Et lorsque le taux de rats est supérieur à 5 rats pour un habitant, se multiplie très rapidement. Le rat, c'est un des animaux qui se multiplie le plus au monde. On est arrivé à la fin malheureusement donc, de notre belle rubrique environnement, surtout aujourd'hui santé et environnement. C'est vraiment très lié. Merci beaucoup Hamid. Dernier mot rapide. Protégeons nos enfants, protégeons ceux qui arrivent, notamment les tout petits, en les vaccinant, mais en amont, en privant tous ces prédateurs de l'homme, des enfants, de tout ce qui est déchets, nos déchets. Recyclant, valorisons nos déchets, on aura moins de maladies. Voilà. Absolument. Et bien sûr, se protéger grâce, faire attention à ces facteurs, bien entendu. Exact. Voilà, merci beaucoup, professeur. Et puis, on vous dit bon anniversaire, parce que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Tous nos voeux, et puis merci d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci Hamid, à mercredi prochain. Mercredi prochain. On continue notre émission, on se retrouve juste après ça. Belles images, ça c'est quand la nature reprend ses droits et puis bien entendu tout est à sa place. Eh bien nous allons parler donc de nouvelles technologies et surtout de la rubrique Startup. Vous avez l'habitude de la retrouver le vendredi, eh bien aujourd'hui elle remonte au mercredi avec nous donc Kamel Swick qui présente cette rubrique. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Comment ça va? Ça va très bien, bonne année à tous. Donc nous recevons aujourd'hui Amel, un génie de l'informatique. Il a réussi à inventer à lui seul un système d'exploitation digne de Windows ou d'autres systèmes d'exploitation. Il s'agit de Hiresh Barded Belkhir, lauréat du fameux concours ELIP, et il va nous parler justement de son système d'exploitation Skygate, c'est ça, on peut traduire, ça sera la porte du ciel. Wow. Très modeste pour le choix de votre système d'exploitation. Hiresh, merci d'être parmi nous. Alors un petit mot Bienvenue. Pour nous expliquer ce que c'est Skygate. Mais, premièrement, je veux remercier pour cette invitation et pour l'honneur. Je veux parler premièrement à propos de mon système d'exploitation. C'est un système multi-agent, donc c'est un système d'exploitation multi-plateforme qui peut exécuter et lancer des applications depuis d'autres plateformes comme le Windows, Linux, Mac, Android, etc. sans émulation ou bien virtualisation. Ça, c'est une solution pas seulement économique,
mais même sécurisé pour les entreprises ou bien pour les développeurs. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes anglophone et vous faites Oui. un effort aujourd'hui Oui. pour parler en français. On vous remercie. Vous étiez censé être accompagné, ici on dit tout, hein, mais Oui. il était censé être accompagné par son financeur et on était très heureux de le recevoir, mais il a décliné, il ne pouvait pas pour des raisons d'agenda. Les financeurs, à quel point, il ne faut jamais insister à quel point c'est important pour lancer les startups. Alors, l'idée est venue quand et comment Belkhir? Bon, en 2012, j'étais un développeur, comme je dis, beginner, un noob. Et j'aimerais bien de tester des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux outils pour tester des logiciels, etc. Mais malheureusement, j'ai un seul PC. Et j'ai formaté 3 fois par semaine pour tester des autres plateformes. Par exemple, lorsque je veux installer une application de Mac, j'ai formaté le système et installé le Mac juste pour installer cette application. Et j'ai fait des recherches pour trouver un système qui peut faire ça. Malheureusement, mon ordinateur aussi était pas le meilleur pour tester sur la virtualisation ou bien émulation. J'ai fait mes recherches sur Google et j'ai rien trouvé. Donc voilà une hint, j'ai décidé de créer un système comme ça. Depuis 2012 à 2016, mes tentatives n'étaient pas réussies totalement, mais on a fait quelque chose de développement et on avait réussi de créer une noyau stable. 2016 décembre, pour la première fois, il y a des bugs, mais il fonctionne stable et toutes les applications se marchent parfaitement. Très bien. Alors, juste pour expliquer très bien aux téléspectateurs, si par exemple moi j'ai un Mac, j'utilise votre système Skygate, j'ai pas besoin d'aller sur Windows pour utiliser des applications Windows et vice versa. Si j'ai un Windows et je veux utiliser des applications ou des logiciels qui appartiennent à Mac, je n'ai pas besoin non plus d'acheter un Mac ou bien de formater mon ordinateur pour ça. Et c'est une première. Vous nous dites aujourd'hui que c'est une première, ça n'existe pas ça n'existe pas au monde. Ailleurs. Donc, pour simplifier cette tâche, juste acheter un ordinateur ou bien un smartphone, parce que c'est aussi multi-architecte. Tu peux installer sur un smartphone, sur tablette, un smart TV, n'importe quoi. N'importe où, je veux dire. Tu achètes seulement un ordinateur, tu installes le système et tu peux exécuter toutes les applications de ce système. Donc tu n'as besoin pas plus de Mac ou bien de smartphone Android ou bien de PC Windows ou serveur Linux. Juste installer le système. Et aujourd'hui, Skygate, on peut le télécharger sur Internet Pour le moment, vous ne pouvez pas. Parce que pourquoi? C'est dans la phase de développement bêta. Il y a un nombre de développeurs limité qui peut tester le système pour me donner les rapports sur les bugs. Mais la version finale sera disponible à téléchargement 7 mois d'avril, Inch'Allah, en 2019. Je rappelle que vous êtes lauréat du fameux concours ELIP, Entrepreneurship, Leadership et Innovation Programme. C'est un programme international. Magnifique. Sa version algérienne. Ça montre bien le génie, bien sûr, de ce jeune garçon qui est avec nous ce matin. C'était pas facile de l'avoir, Amel. C'était pas facile. Et on aurait aimé avoir le financier pour comprendre comment se font ce genre de rencontres entre financiers et innovation surtout. C'est la pierre angulaire, Amel, de tous les startups à travers le monde. Si je vous dis par exemple que Twitter n'est pas toujours rentable jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des financeurs derrière qui croient à ce projet et qu'il est coté en bourse. Alors votre projet a trouvé un financeur et c'est ça qui m'intéresse. Il a trouvé un financeur comment? Bon, avant 2018, avant mars, avant je joindre le programme d'ELIP, j'avais pas l'envie d'être un entrepreneur ou bien vendre mon projet parce que c'était un projet personnel. C'était pas un produit commercial ou bien bénéfice. J'ai rejoint le programme ELIP en mars 2018. Il a me donné la formation nécessaire et les outils nécessaires par des coachs pour changer my path. Pour devenir entrepreneur. J'ai appris plusieurs des méthodes pour convaincre le financeur. Pour convaincre le financeur. Qui vous a mis en contact justement? Est-ce qu'il y a une personne ressource qui vous a mis en contact? Parce que je sais que vous avez un coach qui vous suit depuis le début. Vous êtes accompagné à Oran par une structure sur place, etc. Qui vous a mis le pied à l'étrier? Qui vous a accompagné? Qui vous a présenté à ce financeur? J'ai fait des recherches sur LinkedIn sur des investisseurs possibles en région d'Oran et j'ai essayé avec tous. D'accord. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé un qui s'appelle Bellazouk Zoher. C'est
l'homme qui me rend aujourd'hui comme je suis maintenant. Et il a m'apprendre mon idée, il a m'aider pour créer ma propre entreprise et me développer mes travaux, acheter le matériel et bien sûr trouver des clients potentiels. Alors, juste pour rester précis, Oui. le financeur, c'est un homme d'affaires, voilà. Il vous aide comment? Est-ce qu'il vous donne de l'argent? Il vous achète du matériel? Il vous met à votre disposition un local? Ça se passe comment? Juste pour rester précis. Oui, il a fait tout ça. Il a fait acheter le matériel et a m'aider pour développer. Il m'a donné l'argent et bien sûr, on a créé l'entreprise ensemble. Il a me donné un local, etc. Donc, il cherche toutes même les procédures juridiques de protection du système internationalement, etc. C'est lui qui apprend ça. Et moi, j'ai fait seulement le développement et l'opération du vente. Vous consacrez sur votre tâche principale qui est le développement. Oui. Et vous êtes en train de développer ce système parce qu'il faut le dire, c'est pas chose facile de développer un système de cette ampleur-là. Il faut faire plusieurs tests, etc. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous apporte la première place du fameux concours ELIP. Qu'est-ce que ça vous apporte d'un point de vue personnel et peut-être matériel aussi, parce qu'il faut parler aussi d'aspect pécunier qui rend la chose faisable. Oui. L'apport de la première place au programme ELIP a m'ouvert plusieurs des portes avec plusieurs investisseurs et clients potentiels. Donc mon système est maintenant c'est un peu commun sur le marché, même les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé plusieurs des invitations et des chances d'investisseurs et d'investissement depuis plusieurs des investisseurs et des entreprises. Très bien. C'est ça qui me la plus important pour moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une toute petite démonstration? Je vois que vous avez ramené votre PC. Oui. Juste une petite démonstration, hein, on ne va pas rentrer dans les entrailles de ce système d'information. En fait, nous, on n'est pas très initiés. Peut-être que vous, Kamel, un petit peu mieux. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Cette édition, c'est édition spéciale pour les développeurs. C'est pour créer les applications et aider les startups algériens aussi pour créer son programme sous le système d'exploitation Skygate pour être au marché. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si on peut par exemple installer une application de Windows, c'est juste on sélectionne le fichier exécutable, on clique sur 2 fois et on choisit est-ce que c'est 32 bits ou bien 64 bits et on valide. D'accord, on voit ça sur l'écran. Ça, c'est un logiciel de Windows et voilà, on installe normal, sans problème, sans rien, comme vous voulez. Et voilà, le WinRAR s'est installé maintenant. Et on peut l'exécuter normal, sans problème. C'est un logiciel de Donc Windows. il faudra une fois, vous allez le mettre quand sur le marché? Vous n'avez pas une idée encore? Vous allez le vendre, je suppose? Oui, on a des contacts avec des clients potentiels comme Stream, comme Iris, Condor, etc. C'est d'autres marques. Oui, c'est des OEM parce que c'est notre stratégie de commercialisation des produits, c'est d'être installé par des entreprises d'électroménager pour installer sur leur smartphone, sur leur smart TV, leur serveur, etc. Donc, notre premier target, c'est les OEM, les manufactureurs. Et pour rendre visible et bien sur le public, public algérien, bien communier avec le système. Très bien. Et après, on peut vendre avec les entreprises et le reste des entreprises et bien les particuliers. Très bien. Bah, écoute, on aura le plaisir et la curiosité surtout de suivre ce Skygate de près. Oui. On a encore un peu de temps ou c'est Non, ça y est, on est arrivé à la fin. Donc on vous remercie. Merci beaucoup. On reviendra peut-être vous inviter un autre jour pour parler de la commercialisation et la mise sur le marché de Skygate. Donc c'est un nom à retenir, une entreprise à retenir, à mettre pour les prochaines. En tout cas, on est très fiers de lui. Bravo et puis bonne chance pour la suite. Et puis il a eu la chance de rencontrer ce financier qui a très bien compris aussi l'enjeu de son innovation et surtout son invention. Bonne chance. Merci, je vous remercie pour cette invitation et c'était un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kamel. Merci à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson. Belaïd de Tegraoula. On se retrouve juste après. غرنا يسعى ديرو حاكم مدبولولو برسيدان يسداس النور قالوا تريسيدي وفي قلب زنايتنو يسغي ليزهو ازك ذي طفل بابو قالوا تريسيدي في زيوغ تليكو لا
ناس بيحكوا ناس اللي قرواكي ذا الجوع نور تريسيتي ريو غنبع قنصو المير ذا صوتو كان ناس الشيعة اللونون نور تريسيتي تسع سكوار الحني ذو قدار الجرماني كنيف سنيس نور تريسيتي الثالث ذي ونوم غار نبدا نتحير نتبابسنا على القاسيس نور تريسيتي روح تسيون استخبار بعيد يدخزر تتساوي له يسوانيس نور تريسيتي اسيدي عبد القبر بولبار حنا موقر عبد حوض الجيرانيس نور تريسيتي حرفي ويده في الليل الله يا لطيف حاشاك تشومين مات نور تريسيتي يكفى لي كزبات النيف يصبرنا الحيب ويذور مسطوق وزوان نور تريسيتي المحيب بايب وسواسيف تفوق الكونين مرتيدة شد مازال نور تريسيتي حرفي ويده في الفا لا شوي للسبة نجامة بريد العالي نور تريسيتي نقول فاسات بوا تفوق المحبة اللي في سدنا نتوالي نور تريسيتي الحضر ضحملك مرة ميثا فوق برا أمرك من ذاك الكل نور تريسيتي ويلقى فتاه أقلا غادي المرتاه يعرق بريد نتساوي نور تريسيتي يفوق ذهب الفضة ماذا نحس يقوى الجبل في تساوي نور تريسيتي سكوس من اللحم خاقا ينصاب قصيدة نهلك ورنة سفاوي نور تريسيتي Voilà, et la magie fait que notre invité est là sur le plateau après l'avoir vu sur scène. Il s'agit de Belhid Ledjnah. Bonjour. Oui, comment ça va? Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation et bonjour à nos amis téléspectateurs. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Après une longue absence, le comeback est arrivé. C'était à Taman Rasset, là, on a vu les images. Ouais, ouais. C'était une belle reprise d'une chanson de Cheikh Nordin, l'une des premières chansons enregistrées dans le répertoire de la chanson kabyle. C'est un enregistrement, enfin, Cheikh Nordin l'a enregistré en 1939. Donc c'est juste pour lui rendre hommage que je l'ai faite pendant le festival de la chanson Nazir de Taman Rasset. Exactement. Vous étiez en solo là, avec bien sûr tous ces nostalgiques du groupe Tagraoula. Là, c'est d'autres musiciens. C'est vrai que le groupe Tagraoula a existé depuis 1977. Mais il y a des départs et des arrivées, donc là c'est de nouveaux musiciens. Et chacun aujourd'hui chante en solo et c'est toujours un plaisir que de vous recevoir parce que vous avez cette âme donc, de musiciens et de chercheurs dans le domaine de la musique. Hein. Oui, on essaye de le faire. Bon, en solo, nous sommes deux si vous voulez, c'est Yahidir Tagraoula et moi-même, mais nous sommes toujours ensemble. Quand il y a un gala qui se présente, on est toujours là à chanter ensemble, à ramener d'autres musiciens, de nouveaux talents aussi, parce que le groupe quand même, les membres anciens, les fondateurs du groupe Tagraoula, certains ont pris la retraite, certains ont changé d'activité, certains sont partis ailleurs. Donc il faut toujours ramener du neuf, du sang neuf dans le groupe. Et on a de musiciens de talent qui nous accompagnent. Et vous orientez aussi les jeunes aujourd'hui. Tout à fait. Vous les épaulez à travers votre expérience. Surtout. Absolument. Et je crois que actuellement on a des musiciens vraiment talentueux. Et puis il y a des musiciens qui ont fait la musique, qui ont étudié la musique.
Le conservatoire, bien sûr, et les études académiques. Absolument. Et c'est un plaisir de les voir sur scène avec nous. Exactement. Voilà, c'est comme transmettre le flambeau à la jeunesse. Exactement. Voilà. Il y a ça, c'est juste pour dire que voilà, le concert c'était à Tamanrasset. On vous a donné l'occasion de nous raconter tout cela, mais on va présenter aussi nos deux invités qui, elles, vont célébrer Yennaïr à leur façon. Eh bien, je présente Madame Hayat Aitouaza, Oazou, voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Merci, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes donc présidente de l'association Tirigua. Voilà, exact. Oui. Et vous êtes accompagnée par Chebha Aitouazou, voilà oui, aussi. Bonjour madame, merci aussi vous êtes pour la cette secrétaire invitation. Générale, de voilà, l'association. c'est ça. Alors, vous me disiez que Tirigua, ça voulait dire des petits ruisseaux. Oui, voilà. Des petits ruisseaux après qui se rejoignent pour former un fleuve, pour aller vers la mer, c'est-à-dire qu'avec toute notre... toute l'énergie, voilà les idées par exemple, voilà, ce qui donne une force à la fin, voilà, qui nous permet d'avancer, de faire beaucoup de choses. Voilà, alors Yennaïr est à notre porte, c'est donc demain la célébration, c'est la veille, et bien entendu beaucoup d'associations, beaucoup de personnes jalouses donc de leur identité et surtout jalouses de leur tradition, veulent transmettre à leur façon. C'est ce que vous allez faire pratiquement? Oui, normalement, c'est ce qu'on devait faire pour le 12. Pour le 12 voilà. Mais on a eu malheureusement un petit problème. Voilà, au donc sein, de l'association et de la communauté. Voilà, donc on a été obligé de reporter la date. Ce sera samedi prochain, c'est-à-dire que toutes les activités que l'on va faire, ça se dérouleront samedi prochain. Voilà, pour le 19 janvier. Voilà, c'est le même programme parce qu'il y aura un plat traditionnel préparé sur place, il y a plein d'animations. Un concours de la meilleure robe kabyle. Voilà, ce sera la même chose, mais malheureusement pour le 19. Voilà, le 19 janvier. Il y aura tellement de festivités que vous aurez la primeur peut-être pour avoir plus de public qui viendra. Voilà, on aura peut-être beaucoup plus de personnes qui viendront assister probablement. À Ait Yahya. Le côté aussi traditionnel, recherche et surtout sauvegarde de votre patrimoine et de notre patrimoine. Vous voulez donc faire beaucoup de choses concernant cette journée? Oui, voilà, c'est-à-dire on essaie de ramener, on va ramener tous les villages de la commune. Très bien. Voilà, déjà ça c'est... parce que notre commune, elle a 53 villages. Voilà. C'est, bien sûr, ça se passe à Yennaïr el-Hammam. Non, pas Yennaïr el-Hammam, à Ait Yahya. Yennaïr el-Hammam, c'est la daïra, donc qui est à côté de la commune de Ait Yahya. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc c'est important pour nous parce que c'est une commune quand même qu'on connaît pas, que les gens ne connaissent pas beaucoup. Bon, nous on voudrait justement, grâce à nos activités, la faire connaître. Voilà. Voilà, et la faire bouger parce que la dernière fois d'ailleurs on a gagné. Voilà. À Ain el-Hammam, on a gagné le premier prix de la parade de l'année dernière. Voilà. Alors, cette année, on a décidé de organiser nous-mêmes l'événement de Yennaïr. On a organisé le 1er juin. Voilà. C'était la fête de l'enfance. Pour les enfants, il y avait d'ailleurs 11 écoles, ils ont participé. 1500 élèves, voilà, c'était pas facile, mais quand même on a fait. Vous avez géré le tout. C'était magnifique, tout le monde était content. C'est-à-dire que c'est une belle cohésion entre les villageois. Oui. Chacun y met du sien pour bien réussir cette opération, que ce soit donc pour les enfants ou carrément pour Yennaïr. Voilà, puis ça anime, c'est-à-dire la commune. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un petit peu isolé. La célébration, c'est aussi un attrait touristique. Voilà, c'est un attrait touristique. Tout ce qu'on peut ramener pour la commune, il faut le faire. C'est-à-dire que là, déjà, on aide les jeunes parce que les jeunes, là, le fait de chanter, de danser, c'est important pour eux.
bien sûr. Et puis tout en sauvegardant, bien sûr, le patrimoine. Alors, vous avez repris peut-être des anciennes chansons, du chant, bien sûr, de la région typique, bien sûr. D'ailleurs, on a repris même la chanson de Monsieur, on a parlé, voilà. Yemmet Dahafi, c'était magnifique. Et voilà, c'était super. Vous la chantez, allez-y. Oui, pourquoi pas. Ah oui, ça va nous faire un grand plaisir. On donnera un avant-goût de la fête qui va se dérouler. C'était magnifique. Ben, juste, on va faire un petit extrait. Voilà. Donc, je dois rappeler que les paroles sont de Amr Msded, un poète, écrivain, médecin. Oui. Donc, c'est une chanson que j'ai composée en 84. Oui. Et voilà, elle a eu le succès, alhamdoulilah. Et puis voilà. On va en entendre juste un petit extrait. On continuera à parler de votre album. Tout à l'heure, oui, bien sûr. C'est la réalité, voilà. Alors tout le monde a reconnu la chanson et surtout cet extrait, cette belle interprétation. On va parler de votre album surtout, puisque vous êtes là pour accompagner bien sûr cette belle balade et surtout cet événement. Mais bon, vous n'allez pas être là-bas à Ain Hammam par hasard, non? D'ici le 19. On verra. Aussi. Voilà. Oui, parce que les activités commencent déjà. Elles ont déjà commencé à Tizi Ouzou un peu partout, dans toutes les wilayas du pays. Exactement. Et puis le 19, pourquoi pas s'il n'y a pas beaucoup de neige. Non, chez eux, c'est les hauteurs, c'est à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc pourquoi pas, Inch'Allah. Pourquoi pas. Mais sinon, vous êtes là pour présenter votre tout dernier album, n'est-ce pas? Donc ça a été un travail laborieux pour pouvoir réunir tous les textes et les chansons. Eh ben, écoutez, oui, c'est vrai. Cette fois-ci, je le fais en solo, au nom de Belaït Tagraoula. Je l'ai enregistré à Bidjayash, dans un studio, un très beau studio avec de belles arrangements, de beaux arrangements de Rachid Koutama, un grand musicien. J'en ai fait 12 chansons. Bon, j'ai repris quelques airs du folklore, quelques airs du patrimoine populaire, et d'autres que j'ai composés moi-même. Donc des inédites, donc des chansons inédites. Oui, presque toutes inédites. Et qui parlent d'eux? Alors, j'ai repris Yemmet Dahafi, mais en version symphonique. Donc le musicien, il m'a fait des arrangements extraordinaires en introduisant des instruments qu'on voit souvent dans les orchestres symphoniques avec des harmonies. Ça va être magnifique. J'espère bien que ça va plaire aux gens, au public. Sinon, les autres chansons, oui, c'est toujours dans le style moderne, avec toujours de l'harmonie, des arrangements. Mais le problème réside dans la distribution, dans l'édition. Je crois que c'est le problème qu'on rencontre pas mal d'artistes. Oui, si on accepte le diktat de certains éditeurs, oui, on accepte de se faire produire et éditer. Mais quand on a sa dignité, sa fierté, moi je préfère le garder dans mon tiroir que de se faire, si vous voulez, entre guillemets, arnaquer par certains publics. Mais par certains vous avez éditeurs. en tout cas votre public, il vous suit et à chaque fois, quand vous avez donc des programmes, une scène et vous allez donc sur le territoire national.
On en a fait le territoire national, on en a fait depuis Par exemple, 2018, vous avez bougé? Non. Pas trop? Pas trop, pas trop. En 2018, mon village, c'est-à-dire l'Arbatira, m'a rendu un hommage. Donc je le rends l'hommage à Tizi Ouzou. Pardon. C'était grandiose, c'était à la maison de culture de Tizi Ouzou. Il y avait un public immense, nombreux. Et puis il y avait beaucoup d'artistes sur scène qui ont chanté, qui m'ont accompagné. Voilà, sinon les galas, oui, on a fait avec l'Onda, avec les galas qu'a organisé l'Onda pendant l'été, on a fait le TNA, et avec la maison de culture pendant le Ramadan, on a fait Ain Hammam justement à Michelet, et c'était magnifique, il y avait un public nombreux, un public attentif surtout. Un public attentif, c'était des familles qui venaient écouter et applaudir. De Tagraoula ou du renouveau de Tagraoula aujourd'hui? Vous avez chanté vos nouveaux textes? Ah oui, bien sûr. Dans ce nouveau CD, il y a de nouvelles chansons, de nouvelles compositions musicales. Au public, donc vous avez testé carrément? J'espère. Mais bon, je passe des extraits sur YouTube, sur Facebook pour voir un peu pour tester, pour voir la réaction du public. Et je crois que c'est des réactions positives. J'espère que ça va marcher. Ça ne peut être que des réactions positives. Inch'Allah. Vous avez donc marqué des générations, une génération. Et vous avez aujourd'hui, vous continuez avec une autre génération. Oui, avec une nouvelle génération de public et de musiciens. C'est ça. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, on ne fait plus appel au groupe Tagraoula. Certains disent que Tagraoula a disparu de la scène. Non, le groupe Tagraoula n'a pas disparu. Mais le problème réside dans ces organisations, ces structures culturelles qui ne font plus appel à Tagraoula. Et pourtant, on est là, on existe. Peut-être qu'une opération médiatique serait aussi intéressante. J'espère bien. Ils ont nos coordonnées, ils ont nos numéros de téléphone. Et puis... Voilà. En tout cas, vous êtes toujours le bienvenu dans Bonjour d'Algérie, vous savez, toujours, on est là avec vous. Tout à fait. On adore ce que vous faites. Non, je remercie beaucoup Canal Algérie, la chaîne terrestre, la 3, qui nous invite régulièrement. Voilà. Une chanson qui vous rappelle comme ça des souvenirs, et Yennaïr peut-être? Ah là là, moi, je suis très nostalgique concernant la chanson. Yennaïr spécialement, je ne vois pas. Mais dans la chanson kabyle, moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les chansons de Talib Rabah, de Slimane Azoum, de Cheikh Nourdine, Cheikh Khaddam. Les maîtres de la chanson. Ah oui, Jamila. Jamila aussi, à qui je rends un vibrant hommage. Elle est un peu malade ces derniers temps. C'est elle qui m'a permis de faire de la radio. Oui. Parce que j'ai fait 20 ans de radio, là, je suis votre collègue un petit peu. Exactement. Voilà, donc c'est elle qui m'a ouvert les portes de la radio. Et en 77 déjà, quand j'avais 17 ans. Donc je lui rends un vibrant hommage à Jamila, si elle nous regarde ce matin. Eh ben, c'est gentil en tout cas. Je vous laisse préparer une chanson. On va donner la parole à nos invités. Oui, je vais accorder juste un petit peu la guitare. Allez-y, accordez-la. Ça va nous laisser le temps de se quitter avec vous et en tout cas avec cette belle chanson. Et puis on vous donne le dernier mot pour nous annoncer le programme surtout. Allez-y. Le programme, alors ce sera comme on vous l'a dit... le 19 déjà. Voilà, le 19 à Ait Yahya, chef-lieu, voilà. Et bon, il y aura un concours de la meilleure robe kabyle, un concours du meilleur plat traditionnel. Préparé sur place. Voilà, préparé sur place, voilà, sous des chapiteaux. Ça veut dire que chaque village va ramener une personne qui va cuisiner sur place. Voilà, après, bon, il y aura une sélection, il y aura un jury qui va sélectionner tout ça. Il y aura de nombreux prix. Voilà, et la parade. soir, voilà. Le soir, il y aura une animation avec des chanteurs. Voilà, on va essayer de faire quelque chose d'animer la journée, voilà, bien remplie. Voilà, c'est une activité qui va être, comme on dit, ouverte par monsieur le maire de Ait Yahya. Voilà, c'est lui qui va inaugurer cet événement. Bonne chance à vous. Merci, Il y aura plusieurs d'ailleurs activités de l'association, les membres de l'association, une pièce théâtrale de Thiwizia, un mariage traditionnel et la chorale aussi. Voilà, on a repris les vieilles chansons.
Voilà. En tout cas, venez nombreux, c'est de venir nombreux. Très bien. Ce sera très animé. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. 2969. Voilà. Eh bien, Belhaïd, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bonne chance à votre album. Merci. Et puis on se reverra pour l'année 2019, Inch'Allah, pour des programmations probablement. On se quitte avec une belle chanson? Si vous voulez, Voilà, on est arrivé à la fin. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit bonne journée. Et puis on se dit à demain, 8h, 9h30. Au revoir. هذا البرنامج يقدم لكم